Donc Think Smart Grids est une association qui rassemble les parties prenantes du domaine des smart grids aujourd'hui en France. Nous avons une centaine d'adhérents. L'association est aujourd'hui présidée par Marianne Legnaud, qui est également présidente du directoire d'Enedis, et vice-présidée par Olivier Grabette de RTE. Un deuxième vice-président, Hugues de Bantel, qui est le cofondateur de Cosmotech. Et puis, donc, nous avons Antoine de Fleurieux, délégué général du GIMELEC, qui est trésorier de l'association. Alors, qui sommes-nous ? Nous sommes des entreprises, grands groupes, PME, start-up, qui travaillons dans le domaine du smart grid. Nous avons également des écoles et des universités, et nous travaillons sur 6 thématiques. Les solutions que proposent nos membres sont dans ces 6 thématiques. Conduite et exploitation des réseaux, nouveaux usages, intégration des énergies renouvelables, rôle du consommateur, valorisation des données, études et expertise. Donc voici la liste, en quelque sorte, les logos des membres qui font partie de l'association. Et nous avons également la chance d'avoir 2 membres observateurs de poids, qui sont la Commission de régulation de l'énergie, et puis l'État au travers de la DGE et de la DGEC. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue sur cette présentation de l'association. Je voulais simplement donc rappeler que ce qui va vous être présenté aujourd'hui est issu des travaux du groupe Data. Ce groupe Data qui est aujourd'hui copiloté par Cosmotech, Thomas Lacroix de Cosmotech est d'ailleurs présent dans ce séminaire, et par également Benjamin Debutet de la société DC Brain. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Sophie Delamarche. Donc Sophie, merci d'avoir accepté d'animer aujourd'hui cette table ronde. Sophie, vous êtes directrice de projet chez Capgemini. Vous êtes spécialisée dans le secteur de l'énergie depuis plus de 20 ans. Vous avez rejoint l'association l'année dernière et vous allez vous contribuer d'ores et déjà aux travaux du GT Data. Je précise également que Capgemini est membre fondateur de l'association. Alors Sophie, je vous laisse la parole. Alors Sophie, est-ce qu'on vous a perdu ? Je crois que vous êtes en mute. Voilà, exact. Donc je recommence. Bonjour à tous et à toutes. En introduction, je voulais juste rappeler, si nécessaire, l'urgence qu'il y a à sécuriser nos réseaux électriques. Et je voudrais évoquer 2 exemples très récents. Donc le 8 janvier de cette année, il y a eu une baisse brutale de tension sur le réseau électrique européen qui est interconnecté. Et on a frôlé le blackout de justesse, quoi. Et puis mi-février, je pense que vous avez dû suivre ça, mais il y a eu un événement climatique assez considérable au Texas et les réseaux d'électricité et de gaz sont tombés. Donc blackout total, problème d'eau aussi à cause de ça. Donc en fait, ces incidents, ce qu'ils illustrent, c'est la fragilité croissante des réseaux électriques face à des aléas climatiques qui sont de plus en plus violents. Et puis aussi, parce que la production de renouvelables qui est en progression, c'est une bonne nouvelle, implique aussi des mesures à prendre pour intégrer ces énergies dont on sait qu'elles sont intermittentes et aléatoires. Donc en fait, en préparant cette table ronde, nous avons voulu explorer avec Alain, Yves et Gabriel en quoi l'intelligence artificielle et le big data, parce que les 2 sujets sont toujours liés, pouvaient contribuer à cette modernisation des réseaux et puis partager avec vous un ensemble de retours d'expérience dans ce domaine. Donc il est temps que je vous les présente. Donc Alain Ruffieux, vous êtes responsable de la gestion des infrastructures chez Groupe E depuis 2017. Vous avez 12 ans d'expérience dans la gestion des infrastructures au sein de différents DSO en Suisse. Votre équipe travaille notamment à la planification des réseaux électriques, à l'élaboration des stratégies de maintenance et d'investissement de ces réseaux et à la mise en œuvre de la stratégie Smart Grid de Groupe E. Donc, bienvenue Alain.
Yves Barlier. Donc Yves, vous êtes directeur du programme Smart Grid d'Enedis. Vous avez plus de 30 ans d'expérience dans le secteur électrique, dans toutes ses dimensions, techniques, économiques, juridiques. Vous avez été responsable des relations avec les services ministériels et la commission de régulation de l'énergie pour Enedis. Vous avez également travaillé en ingénierie et en exploitation des réseaux électriques, sur l'optimisation de l'équilibre offre-demande et sur l'insertion justement des énergies renouvelables dans les systèmes électriques. Donc, bienvenue Yves et merci d'être avec nous. Et Gabriel Barreux. Donc, Gabriel, après avoir été directeur adjoint de la DSI de RTE, vous avez été nommé directeur R&D en 2019. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans la R&D et l'innovation. Après quelques années dans l'industrie spatiale, donc vous avez rejoint la R&D EDF en 2001, puis RTE en 2003. Vous y avez travaillé sur différents projets de recherche allant du développement et de l'exploitation du système électrique au couplage des marchés. Et puis en 2019, vous nous en direz quelques mots, vous avez également contribué à la création de la plus grande fondation open source dédiée au monde de l'énergie, donc la Linux Foundation for Energy. Donc aujourd'hui, je rebascule sur mes slides. Ce qu'on vous propose comme ordre du jour, c'est de partager des projets qui ont été réalisés dans différents champs d'application. Parce qu'on va voir justement en quoi l'IA et le big data peuvent contribuer pour les réseaux. Ensuite, on en tirera des enseignements et puis une mise en perspective méthodologique. Parce que le titre du webinaire, c'est le passage à l'échelle. Et là, on va voir quels sont en fait les facteurs clés de succès pour passer à l'échelle. Et puis après, on aura enfin une réflexion un peu sur la stratégie industrielle, sur l'écosystème. Et bon, voilà, on va faire ça. Donc Alain, je vous passe la parole pour le premier partage de projet. Oui, bonjour, merci Sophie pour cette introduction. Donc effectivement, je suis un peu la pièce rapportée de ce webinaire. Je fais partie de Groupe E, qui est un DSO actif en Suisse occidentale. Donc l'ensemble du groupe est actif dans le gaz, dans le chauffage à distance, dans les installations intérieures. Et la partie DSO, on a à peu près 400 collaborateurs, on distribue 3 TWh d'énergie pour 12 000 km de réseau. Donc en fait, d'un point de vue européen ou d'un point de vue français, on est tout petit, mais on fait partie des grands DSO en Suisse. On a des défis, on peut peut-être passer à la slide suivante, s'il te plaît, Sophie. Donc, on a plusieurs défis, comme en Europe, mais aussi en Suisse, quant à l'évolution de notre réseau, en fin de compte, qui a été dimensionné pour écouler un flux entre les grandes centrales et le consommateur. Et puis, on voit qu'on a de plus en plus ce flux qui a tendance à s'inverser. Peut-être quelques chiffres au niveau de notre réseau. Il faut savoir qu'on est le réseau suisse, on a le plus haut taux de pénétration d'installations solaires. Donc, on a un peu les précurseurs en termes d'identification et puis d'analyse des effets sur le réseau électrique. On a une puissance maximale en hiver de 600 MW. Donc, c'est vraiment ce qu'on distribue quand il fait très, très froid et que les gens consomment. Et puis, l'année passée, on avait déjà 200 MW crête installés, de panneaux photovoltaïques installés. Donc, on voit qu'on est déjà à peu près un tiers de notre Pmax de puissance qui est en fait injectée et le réseau n'était pas forcément prévu pour ça. On raccorde chaque année à peu près 1500 installations sur notre réseau. Et puis, avec les différents instruments financiers qui ont été mis en place par notre confédération suisse, on estime que d'ici 2035, ce sera 900 MW qui sera installés sur notre réseau. Il faut savoir que, en termes de réseau électrique, 2035, c'est demain. Quand je pose un câble dans le réseau, maintenant, je le pose pour 40 ou 50 ans. Et puis, on sait maintenant que ça va arriver. La courbe est là, les tendances sont là, mais on ne sait pas comment va réagir notre réseau. En parallèle, on a aussi la mobilité électrique qui arrive de plein fouet, en tout cas en Suisse. On estime que d'ici 2035, toujours selon les hypothèses de notre confédération, on aura 800 MW de bandes de recharge installées. Et puis,
on voit que notre réseau qui est dimensionné grosso modo pour 600 ou 800 MW crête, à certains moments, on aura des pics à plus de 1000 MW et à d'autres moments de la journée, comme vous le voyez sur le graphique, on va refouler sur notre réseau amont. Suite de ça, on a vu que notre manière de planifier le réseau n'est pas forcément, ne peut pas répondre à certaines questions. Les questions qui se posent, qu'on me pose régulièrement, c'est de se dire, mais maintenant, à quel niveau est-ce qu'on doit brider les installations photovoltaïques? Est-ce qu'on doit les paramétrer de manière spéciale? Aussi au niveau des bandes de recharge, comment est-ce qu'on va les gérer? Une autre question qu'on me pose aussi, c'est quelles incitations est-ce qu'on doit donner aux clients au travers de notre tarification? Et ça, c'est des éléments que je n'arrivais pas à répondre avec nos méthodes de planification, en fin de compte, du réseau. C'est pourquoi on a lancé une démarche orientée Big Data et intelligence artificielle. C'était en 2018. Il faut d'abord bien voir que ça fait 100 ans qu'on tire des câbles dans le sol. Donc, c'est quand même quelque chose de relativement neuf pour nous. On a d'abord dû se convaincre que Python, ce n'était pas forcément un serpent, mais aussi un langage de programmation. Donc, on partait vraiment de loin. Et puis, sur la prochaine slide, on voit qu'on a essayé de commencer quelque chose de relativement simple, en fin de compte, pour apprendre, pour progresser, pour mettre des nouveaux outils en place, pour mettre des nouveaux processus en place, de nouvelles manières de documenter ce qu'on fait. On a décidé de partir sur des quick wins. On y reviendra plus tard dans la présentation sur quelle démarche on a mis en place. Mais ces quick wins, l'objectif, c'était de se dire il faut qu'on ait un socle solide. Et puis, ce socle venait en fait des données qu'on avait déjà à disposition. Il faut savoir qu'en Suisse, on n'est pas les champions de la rapidité. On a l'obligation de déployer des smart meters d'ici 2029. Donc 2029, c'est long. Donc on a quand même quelques courbes de charge qui sont déjà mesurées soit chez des clients finaux type industriel, ou bien soit au niveau des postes électriques MT ou HTA, comme vous le dites en France. Et puis le premier algorithme qu'on a mis en place, c'est de pouvoir nettoyer en fait ces courbes de charge. Comme on voit, la bleue, on a beaucoup de pics qui peuvent être issus à des reprises en secours ou à certains problèmes de mesure. Et puis, on a mis en place ces algorithmes qui permettent de lisser, de supprimer tous ces effets indésirables qui, en fin de compte, nous donnaient de fausses indications pour la planification du réseau. Et puis, sur la partie de droite de l'écran, on voit aussi justement des premières tendances au niveau de la tarification en fonction de comment est-ce que consomment nos clients. Ça nous a permis de définir des nouveaux types de tarifs qui vont entrer en vigueur d'ici une année et demie, 2 ans. Donc là, c'est le premier pas simple qu'on a mis en place pour faire monter en compétence nos gens. Et puis, le deuxième projet qui est en cours maintenant, c'est de se dire, suite à ce socle de données qui est solide, on souhaite générer des profils de consommation type pour chaque client. Il y a beaucoup de choses qui existent en France, en Allemagne, et puis l'idée, c'est de pouvoir prendre cette base et de l'adapter au profil de consommation de nos clients en intégrant nos propres données. Et puis là, on a attaqué ce projet par différents angles. Et puis sur l'angle que je vous présente là, on va aller un pas plus loin justement dans cette utilisation de l'intelligence artificielle, entre guillemets, pour pouvoir générer ces profils types. Et puis, en fait, après, répondre à ces fameuses questions, de se dire si je fais une gestion du réactif en fonction de la tension sur les installations solaires, ou est-ce que je mets une limitation de la puissance active en fonction de la tension, etc., etc. Quels sont les effets précis sur le réseau pour nous donner des clés dans la mise en œuvre de notre stratégie Smart Grid. Voilà 2 exemples qu'on a commencé simples, mais en sécurité. Merci. Merci Alain. Avant de passer la parole à Yves, je voudrais juste indiquer aux participants que si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à le faire dans le fil de discussion de la réunion. Mélinda, qui est parmi nous, va prendre ces questions, les regrouper, et on a prévu une session
d'échange après les présentations. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le fil de discussion Teams. Donc Yves, je vais vous passer la parole. J'ai compris quand on a échangé que chez Enedis, vous aviez mené un grand nombre d'expérimentations dans ces sujets, mais aujourd'hui, vous allez nous en partager deux en particulier. Donc la parole est à vous. Oui, bonjour. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de montrer comment on peut utiliser des méthodes d'intelligence artificielle au service d'une meilleure gestion de notre patrimoine de réseau. Donc finalement, c'est comment je vais utiliser des outils du 21e siècle pour gérer des infrastructures qui, elles, sont conçues finalement depuis 100 ans sur un peu les mêmes modèles, et on va s'apercevoir que sur des choses assez anciennes, on peut appliquer effectivement des outils nouveaux et moderniser tout ça. D'abord, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de maintenance prédictive grâce à Linky? Nous avons la chance en France d'être en phase de fin du déploiement industriel de notre compteur communicant pour les clients basse tension, inférieur à 36 kVA. C'est le fameux compteur Linky. Nous avons aujourd'hui 30 millions de compteurs Linky déployés sur un objectif de 35. Voilà, on va donc terminer cette année, en 2021. Et ce compteur Linky, en fait, ce n'est pas qu'un compteur communicant. C'est aussi un capteur sur le réseau basse tension. C'est complètement nouveau pour nous. Il faut savoir que avant l'arrivée de Linky, le seul capteur qu'on avait sur notre réseau basse tension, pour savoir ce qui s'y passait, c'était le client. C'était le client qui appelait quand il avait un incident. À tel point qu'on pouvait très bien avoir, sans appel client, des zones non coupées, nous n'étions pas au courant. Si c'était sur des zones relativement modestes, ça ne se voyait pas sur la courbe de charge, on n'était pas au courant. Il fallait que le client appelle pour qu'on soit informé. Grâce à Linky, on est informé d'un certain nombre de situations. Et du coup, on s'est demandé, mais lorsque j'ai un incident sur le réseau basse tension, que ce soit un incident sur un réseau aérien, dans les zones rurales, ou sur le réseau souterrain, dans les zones urbaines, est-ce que si je remonte dans les jours qui ont précédé l'incident, est-ce que je peux détecter des signaux faibles qui me permettraient de prévoir l'incident? Donc on est parti d'un certain nombre d'incidents qui se sont concrétisés sur le réseau basse tension. C'est ce que vous voyez plutôt à droite ou au milieu, là, incident caractérisé. Et on est remonté dans les jours qui ont précédé, on est remonté jusqu'à 15 jours avant. Et on a été regarder avec non seulement les données de Linky, mais aussi les données des compteurs marché d'affaires et puis des centrales de mesure qu'on peut avoir des fois dans notre poste de distribution moyenne tension, basse tension. On a remonté sur des informations relatives à la tension. Bien sûr, on est reparti des caractéristiques de notre réseau, de la topologie du réseau, mais aussi des données de consommation et de production. Et on a croisé tout ça. Et en croisant tout ça, on s'est aperçu que dans un certain nombre de cas, et quand je dis certain nombre, c'est de l'ordre de 90% des cas, on s'aperçoit qu'on avait des signaux faibles qui étaient apparus, notamment sur la tension. Alors pourquoi la tension est un signal très intéressant pour prévenir les défauts? Mais parce que très souvent, les défauts sur le réseau basse tension viennent des problèmes de connexion, que ce soit d'ailleurs en souterrain ou en aérien. Et au niveau de la connexion, vous avez une résistance électrique, et lorsque la résistance électrique varie, vous avez la tension qui varie. Et donc, quand vous avez une faiblesse sur une connexion, vous avez une signature, si vous voulez, en termes de tension. Donc, en croisant toutes ces informations avec des méthodes un peu de type machine learning, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir une évaluation de la probabilité d'avoir un défaut dans les jours à venir, dans la semaine à venir ou dans les 15 jours à venir. Qu'est-ce qui est très intéressant dans cette maintenance prédictive, c'est-à-dire je vais envoyer une équipe avant la panne, c'est-à-dire je vais dépanner avant la panne, eh bien, le premier rapport, ça va être pour le client, puisque je vais pouvoir organiser un dépannage avant qu'il y ait la panne. Donc, je vais envoyer une équipe qui va peut-être devoir intervenir hors tension lorsque c'est nécessaire, peut-être pouvoir intervenir sous tension. Et il y a des cas aussi où c'est possible, on peut faire des travaux de sous tension, ça va dépendre des situations. Mais dans tous les cas, ça veut dire une gêne pour le client très courte, puisqu'on va programmer l'intervention et on va pouvoir intervenir vite. En plus, on va pouvoir intervenir pendant les heures ouvrables, donc ça c'est un avantage notamment pour nous, pour nos équipes, puisqu'on va programmer ça entre le lundi et le vendredi, entre 8h et 17h. Donc on va pouvoir programmer ça
pendant nos heures normales de travail, donc on va travailler dans des bonnes conditions, plutôt que de travailler à 1 h du matin ou le dimanche. Donc un double intérêt et pour le client et pour nos équipes. Donc ce système dont je viens de vous parler, là aujourd'hui, il commence à être déployé dans à peu près la moitié de nos directions opérationnelles en France. Alors ce n'est encore que la moitié, on espère bien ensuite l'étendre, et on verra un peu plus tard hein, dans notre débat que ce n'est pas si simple après dans la mise en œuvre, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. L'autre exemple que je voulais évoquer avec vous, si on peut avoir la page suivante, voilà, ça va concerner le renouvellement par la méthode prédictive. C'est toujours un peu la même idée, les mêmes principes, sauf que là, je ne vais pas viser le dépannage avant la panne, je ne vais pas viser la maintenance prédictive, je vais plutôt viser comment je vais optimiser le choix de mes tronçons souterrains pour les renouveler. Alors pourquoi c'est un enjeu? Eh bien parce que nous avons des câbles souterrains dans nos villes qui peuvent avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ils fonctionnent toujours, c'est une chance. C'est une chance que nos prédécesseurs ont financé des câbles qui aujourd'hui fonctionnent toujours. Hein, il faut s'en réjouir. La question qui se pose, c'est comment ont-ils vieilli? Alors on a des courbes théoriques de vieillissement, hein, il y a des essais en laboratoire qui sont faits, mais entre la théorie du vieillissement et puis ce qu'on vit sur le terrain, il peut y avoir des écarts importants. Il y a une dispersion statistique du vieillissement de ces câbles. C'est normal parce que ça va être lié à un certain nombre de données, notamment des données de consommation et de production, parce qu'un câble plus chargé va vieillir plus rapidement, des données de température également. Hein. Un câble qui subit des périodes de canicule hein, en été, qui va être en même temps chargé parce que la climatisation se développe, va vieillir prématurément. Hein, les câbles n'aiment pas trop la chaleur. On préfère les charger quand il fait froid en hiver. Donc de ce point de vue-là, le chauffage électrique est moins pénalisant que la climatisation, où là, non seulement le sol est très chaud, mais en plus le câble est chargé. Et là, on le fait vieillir. Il y a aussi des inondations. On a eu récemment des périodes d'inondation en France, notamment dans les Charentes. Il faut savoir que l'inondation fait aussi vieillir nos connexions. Donc, on a un sujet d'optimiser le renouvellement de ces câbles et de ne pas le renouveler pour rien. Si vous avez un câble de 40 ans qui fonctionne bien, eh bien, autant le garder 60 ans. C'est un gain pour la collectivité. À l'inverse, si vous avez un câble qui a 40 ans mais qui est fragile, il faut peut-être le modifier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé regarder un certain nombre de pannes qu'on a vécues, aussi bien sur le réseau basse tension que sur le réseau moyenne tension, hein, des pannes réelles. Et on a regardé qu'est-ce qu'il avait vécu ces dernières années. Là, cette fois-ci, on est remonté. On a essayé de remonter jusqu'à une dizaine d'années, ce qui n'est pas simple, hein, mais on a essayé de monter une base de données sur une dizaine d'années précédentes. Quelles avaient été les charges régulièrement, les pointes de consommation, les périodes de canicule, les périodes d'inondation, et ceci tronçon par tronçon. Parce que le vieillissement dépend aussi de la technologie du câble souterrain. Vous avez des vieux câbles de technologie papier imprégné qui n'ont pas très bien vieilli. Vous avez des câbles plus récents qui sont synthétiques, qui vieillissent plutôt mieux. Donc la technologie du câble est importante. Et on a croisé tout ça et on a fait des priorités de zones à renouveler. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, eh bien, dans telle rue de telle ville, vous avez un câble qui aura une probabilité forte de panne dans l'année à venir, ou dans les 2 ou 3 ans à venir. Hein. Donc là, je ne raisonne plus sur les jours en termes de jours avant la panne, comme on l'a dit tout à l'heure pour Linky et la méthode utilisée avec les problèmes de tension. Là, c'est une autre méthode qui nous donne des probabilités de panne. Je dis bien des probabilités, bien sûr, hein, il n'y a jamais de certitude. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir optimiser notre programme de renouvellement. Parce que nous avions prévu un programme de renouvellement de nos câbles souterrains, et notamment des tronçons un peu anciens en câbles à papier imprégné. Mais grâce à cette méthode, on va pouvoir cibler les zones où les risques sont les plus importants et du coup de faire une économie pour la collectivité puisqu'on va cibler donc les zones les plus à risque. Cette méthode, aujourd'hui, elle commence à être utilisée, notamment en Île-de-France, hein, qui est une de nos régions avec le plus de câbles souterrains. Il y a d'autres régions où, malheureusement, elle n'est pas encore bien utilisée. On a un certain nombre de freins, mais je pense que tout à l'heure, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà les 2 exemples que je voulais évoquer avec vous, 2 exemples qui partent finalement de la même approche technologique, en disant je vais regarder des incidents et je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé avant pour en déduire des probabilités d'incidents futurs. Dans un cas, pour faire du dépannage avant la panne, j'aime bien cette expression si vous me la permettez. Dans l'autre cas, qui permet d'optimiser le renouvellement. On aura l'occasion de parler des freins tout à l'heure. Merci. Merci Yves.
Gabriel, je vais vous passer la parole et je crois que vous allez commencer par un peu de sémantique. En tout cas, c'était une discussion intéressante lors de notre préparation. Bonjour à toutes et à tous. J'aime bien commencer mes présentations par ce slide parce que ce slide, il permet de voir, d'illustrer de manière très concrète que les réseaux électriques, c'est quelque chose qui est absolument indispensable à nos vies modernes. Quelque part, l'intro de Sophie sur les incidents au Texas permet d'illustrer ça. Ça permet d'illustrer aussi que c'est non seulement absolument essentiel, mais c'est aussi très interconnecté. On est très interdépendants les uns des autres. Et puis, dernière chose qu'on voit là, c'est que c'est un système excessivement complexe. Alors, je trouve ça très beau et très complexe, mais il n'y a pas que moi. L'Académie des sciences américaines a élu les systèmes électriques, les systèmes énergétiques, le système le plus complexe jamais inventé par l'homme. Voilà. Et bien, pour autant, ce système qui est à la fois essentiel, qui est complexe, qui est très interconnecté, et ben, on va devoir revoir fondamentalement beaucoup de ces composantes si on veut réussir la décarbonation de nos économies pour arriver à 2050. On va décarboner à la fois la production, on va décarboner les usages, on va électrifier un certain nombre d'usages, on va aussi numériser un certain nombre de composants du système, le contrôle commande, les liaisons à courant continu ou même l'interface entre les éléments de production et puis le réseau, ce qu'on appelle les onduleurs ou l'électronique de puissance. Et enfin, on va devoir revoir assez fondamentalement l'architecture de système puisqu'on va passer d'une architecture qui est assez centralisée à une architecture qui est assez décentralisée. Voilà la feuille de route qu'on a devant nous pour les 31 ans à venir si on veut décarboner notre économie. Et ça pose pas mal de questions qu'on va commencer à illustrer dans le slide suivant. Donc aujourd'hui, comment on pilote notre système électrique, le système électrique de RTE? Concrètement, on vient récupérer des informations qui sont plutôt au niveau de nos postes électriques, les 2700 postes électriques répartis sur le territoire français. On récupère des mesures et puis on renvoie toutes ces mesures dans un endroit où on va mener des calculs centralisés, là sur base d'optimisation, de simulation, et puis on va fournir de l'aide à la décision aux opérateurs. Et les opérateurs, ils reçoivent effectivement ces informations du terrain, ils croisent ça avec des informations de prévision météo. Voilà aujourd'hui comment on pilote notre système. Eh bien, c'est déjà compliqué et ce ne sera plus possible de le piloter comme ça dans les années à venir, tout simplement parce que quand vous remplacez une grande centrale thermique par des installations renouvelables, il y a une explosion du nombre de données. Et puis, il y a aussi un système qui est beaucoup plus dynamique. Donc, il faut aussi augmenter la fréquence de rafraîchissement des données. Et donc, le système actuel, il ne peut pas fonctionner dans les années à venir, tout simplement parce qu'on n'a ni le réseau télécom pour remonter l'ensemble des informations nécessaires, ni les moyens de calcul centralisés pour tout optimiser et tout simuler. Et puis, troisième élément, la charge cognitive des fameux pilotes, les dispatchers du système électrique, devient trop importante. Ils n'arrivent pas à assimiler l'ensemble des informations pour gérer le système au mieux. Donc, on va amener une nouvelle stratégie de pilotage du système et c'est ce que je vais illustrer dans le slide suivant. Donc là, on se dit, on ne peut pas remonter toutes les informations au niveau centralisé et donc on introduit une couche intermédiaire qui est cette couche de contrôle qui va essayer de contrôler une zone électrique qui va être composée entre 10 et 20 postes électriques et 50 postes électriques de RTE. Alors l'analogie que j'utilise souvent pour expliquer comment ça fonctionne, c'est l'analogie avec la voiture, avec la mobilité électrique. La mobilité, tout simplement. La première chose que je fais quand je prends ma voiture et que je fais un trajet que je ne connais pas, que trajet lointain, la première chose que je fais, c'est que j'allume Waze. Et Waze, il va me donner des indications finalement de différents itinéraires à emprunter qui sont plus ou moins longs
plus ou moins coûteux pour rejoindre ma destination. Et puis après, une fois que j'ai fait ce choix-là, il va me donner des indications assez macro, utiliser, aller tout droit, tourner à droite, tourner à gauche. Voilà, il va me permettre, les informations vont être mises à jour avec les informations effectivement de trafic aussi, mais il va me permettre de soulager ma charge cognitive et je vais pouvoir me concentrer, moi, sur mon rôle de pilote de la voiture, de conducteur, parce que moi, au niveau local, j'ai accès à beaucoup plus d'informations dont Waze n'a pas connaissance. Je vois si le feu tricolore en face de moi, il est au vert ou au rouge. Je vois s'il y a des travaux sur la chaussée. Je vois si quelqu'un souhaite traverser. Et donc, je pilote de manière beaucoup plus précise parce que j'ai déjà l'accès à des informations locales de plus grande qualité via mes yeux, mes oreilles. Et ben demain, le système électrique, c'est un peu ça. On a des informations, des postes électriques qui vont remonter dans cette zone de contrôle d'une vingtaine de postes électriques. Et là, je vais pouvoir avoir accès à beaucoup d'informations sur l'état réel du système. Et donc ça, c'est le conducteur. Le conducteur, c'est cette zone d'une vingtaine de postes où là, j'ai beaucoup d'informations. Et puis, au niveau supérieur, je n'ai pas besoin d'avoir accès à l'ensemble de ces informations, mais j'ai besoin d'avoir des informations de grand niveau qui vont définir la trajectoire d'évolution du système électrique. Et ça, c'est le rôle de Waze et le rôle finalement des centres de contrôle et dispatching électriques. Alors, où intervient l'intelligence artificielle là-dessus? L'intelligence artificielle, elle intervient dans l'aide aux opérateurs dans les salles de contrôle. Et d'ailleurs, nous, on n'utilise pas tellement le terme d'intelligence artificielle, on utilise plutôt le terme d'intelligence assistée, ce qui permet de renverser le fait qu'on va remplacer l'humain par une machine, mais plutôt qu'on va assister l'humain pour essayer de soulager sa charge cognitive. Typiquement, un des premiers exemples très simples, c'est que nos opérateurs, ils doivent faire aussi tous les ans simuler des opérations de maintenance pour s'apercevoir si ça passe bien. Ça s'appelle les manœuvres périodiques. Donc, il y a 25 000 opérations de manœuvres périodiques qu'il faut faire sur le réseau tous les ans, d'ouverture de sectionneurs ou de disjoncteurs. Et ben, on va chercher à automatiser ces gestes-là, qui vont se faire de manière automatique en utilisant de l'intelligence augmentée, qui va permettre aux opérateurs, dans les salles de contrôle, de se concentrer sur des tâches à plus haut niveau. Et si on passe sur le slide suivant, c'était juste pour vous dire qu'effectivement, l'ensemble de tous les éléments technologiques qu'il faut mettre en place pour arriver à cette nouvelle architecture de pilotage du système, c'est absolument conséquent. C'est pour ça que RTE a participé avec d'autres à la création de la plus grande fondation open source dédiée au monde de l'énergie qui s'appelle The Linux Foundation for Energy. Et là, beaucoup de nos travaux qui peuvent être intéressants pour d'autres utilisateurs, on les publie dans cette fondation. Et on a déjà effectivement des premiers succès puisque cette couche haut niveau qui permet l'espace de Waze des dispatching, c'est quelque chose sur lequel on a été rejoint déjà dans cette fondation par un gestionnaire de réseau de distribution hollandais qui s'appelle Allender, et on est rejoint aussi par un gestionnaire de réseau de transport néerlandais, Tenet, dans le co-développement de cette couche technologique. Voilà les exemples que je voulais citer pour commencer l'intervention. Merci Gabriel. Donc, écoutez, ce qu'on a vu, c'est on a vu différents exemples de projets, des champs d'application. On a eu un premier échange là sur relation justement homme-machine, ce genre de choses. Donc, encore une fois, on est sur un sujet comment passer à l'échelle. Ça va être intéressant de partager les enseignements et puis de voir aussi par rapport aux expériences passées quelles sont les méthodes que vous allez mettre en place les uns les autres dans les années à venir. Donc, Yves, je vous passe la parole sur le retour d'expérience Enedis. Oui, merci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les méthodes présentées donc tout à l'heure commencent à être utilisées sur le terrain, dans nos bases opérationnelles. Néanmoins,
on a encore un certain nombre de difficultés. La première, elle a trait finalement à la culture professionnelle. Nous avons un certain nombre de collègues qui sont donc exploitants des réseaux et qui connaissent très bien leur réseau. Hein, ils ont 10, 20, 30 ans d'expérience. Ils ont le sentiment de vivre leur réseau. Ils le connaissent bien, ils savent où sont les fragilités, puisque régulièrement ils vont dépanner. Ils savent où sont leurs priorités. Et donc, comme ils ont l'impression que le réseau, c'est un peu leur vie professionnelle, finalement, ils ont tendance à réagir un peu négativement quand on arrive avec des nouveaux outils. Ils nous disent, mais j'ai pas besoin de ces outils, moi. Je sais où sont les fragilités de mon réseau. Je sais où je risque d'avoir une panne sur le réseau aérien. Je sais où ce que je risque d'avoir une panne sur une boîte de jonction en réseau souterrain. Donc, on a un frein un peu culturel, là. Et pour le lever, la meilleure solution, eh bien, c'est d'apporter ce qu'on appelle dans notre jargon la conduite du changement. C'est qu'il faut accompagner ces nouveaux outils. On ne peut pas se dire, eh bien, voilà, ça y est, vous avez maintenant une nouvelle application là sur votre PC, et vous la faites tourner, et puis vous l'utilisez et allez-y. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Alors, ça va peut-être être plus facile avec un jeune de 25 ans qui démarre et à qui on va lui dire, ben voilà, tu utilises cette application pour identifier tes risques de panne. Peut-être que lui, il va trouver ça logique. Il arrive, il n'a pas d'expérience. Mais pour celui qui a l'expérience, c'est difficile à vivre. Il va avoir l'impression que cette intelligence artificielle qui a été créée vue pour lui par des technocrates parisiens, excusez-moi l'expression, ça lui tombe dessus, alors qu'on ne connaît pas le réseau. C'est lui qui le connaît, le réseau. Voilà. Donc tout ça, ça nécessite un accompagnement et donc du temps. Qui dit transformation culturelle dit du temps. Le conduit du changement, comme on touche à l'humain, ça ne se passe pas en quelques semaines. Non, non, il faut des mois. Il faut des mois. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est d'identifier des équipes qui sont un peu plus volontaires que d'autres, parce que ça se passe toujours comme ça. Hein. Il y a toujours des individus et des équipes qui se disent, tiens, bah, telle innovation, moi, ça me plaît, j'aimerais la faire, qui vont du coup la déployer, qui vont nous aider à la mettre au point, et qui du coup vont en faire la promotion. Parce que finalement, c'est mes collègues qui font le même métier que moi qui seront les meilleurs ambassadeurs pour convaincre d'un nouvel outil, plutôt que un ingénieur à Paris, un data scientist qui va dialoguer directement avec le terrain. Ça, les gens vont se méfier. Si par contre c'est mon voisin dans la ville d'à côté qui fait le même métier que moi qui me dit regarde ça marche, là je vais avoir confiance. Donc on va fonctionner un peu, si j'ai envie de reprendre l'expression, de la tâche de léopard, c'est-à-dire que on va avoir des bases opérationnelles qui vont dire moi j'ai envie de tester ça, elles vont le faire, elles vont en être satisfaites et elles vont en parler avec leurs voisins. Et c'est comme ça que progressivement ces méthodes vont être utilisées. Donc ça suppose aussi que ça soit déployé dans les bons outils. Si je prends l'exemple tout à l'heure de la maintenance prédictive avec Linky, l'idée c'est de pouvoir programmer la panne. Eh bien, programmer le dépannage avant la panne, pardon. Eh bien, pour que ça fonctionne bien, il faut que ça soit dans les outils du quotidien. Hein. Nous avons des bureaux d'exploitation à Enedis où on va superviser le réseau. Eh bien, il faut que dans les outils qu'on utilise tous les jours, on intègre ces outils d'intelligence artificielle. Il ne faut pas que ça soit à côté, il faut que ça soit dans l'outil du quotidien. Donc, on va prendre le temps de développer dans ces outils au quotidien l'intégration de ces algorithmes d'intelligence artificielle. À l'inverse, lorsqu'on va faire de l'optimisation du renouvellement des câbles souterrains, là, on va faire de la programmation des travaux. Hein, on n'est plus au quotidien. Les travaux, ça se programme à l'avance. Ce n'est pas la veille pour le lendemain. On va même programmer sur l'année les programmes de travaux, de renouvellement. Là, on a moins besoin que ce soit dans l'outil du quotidien. On peut développer ça sur un outil à côté. Voilà. Donc, on va s'adapter en fonction du besoin. Et deuxième point majeur, ça va être la culture des risques. Il faut comprendre qu'on a tous l'impression soi-même d'être un expert en risque. Hein, tous les jours, sur des tas de sujets, on se dit ça c'est risqué, je ne le fais pas, ça c'est pas risqué, je le fais. Et ça m'a particulièrement frappé pendant la période de pandémie Covid-19, hein, où finalement on est tous devenus, dans notre esprit, on est tous devenus des experts en épidémiologie. Vous souvenez-vous des débats qu'on a pu avoir dans les médias? Mais c'est un peu vrai avec les risques électriques. Les risques sur le réseau électrique, pardon. Lorsque vous avez été exploitant pendant des années, vous avez le sentiment que vous savez bien où sont vos risques. Et vous avez tout à coup
les technocrates parisiens là qui vous disent la probabilité d'avoir une panne là, elle va être de 80%. Donc il faut que tu ailles dépanner. Et là, vous dites, c'est n'importe quoi, c'est quoi ce 80%? Là, vous avez un problème de confiance dans ce chiffre. En plus, spontanément, par rapport à votre vécu, vous allez avoir tendance à retenir le cas des 20% où ça n'a pas marché. Et vous allez dire, votre outil ne marche pas. Il ne marche pas. Regardez, vous m'aviez dit que j'allais avoir une panne à 80% de probabilité. Je n'ai pas eu de panne. Votre outil ne marche pas. Si vous avez un peu de culture statistique, vous allez répondre, bah si, il y avait 80% de chances qu'il y ait une panne, mais il y en avait 20% qui n'en ait pas. Donc, ce n'est pas sur un cas qu'on va évaluer la pertinence d'un outil, il faut évaluer ça sur toute une série d'incidents. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, vous avez un problème aussi culturel, mais cette fois-ci d'un point de vue statistique, d'un point de vue approche des risques. Ça aussi, c'est à développer. C'est à développer et ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Ça prend du temps. Et là, ce n'est pas un problème d'ailleurs de jeunes ou d'expérimentés. On s'aperçoit que finalement, nous avons tous l'illusion de maîtriser les risques, alors qu'en réalité, notre culture de statistique, elle mérite réflexion, elle mérite de s'y pencher. Donc ça va passer par de la formation. Il faut accepter de prendre le temps de se former à ces nouveaux outils et de se former à ce que c'est que la probabilité. La maintenance prédictive ou l'optimisation du renouvellement sur des méthodes prédictives, c'est une approche probabiliste. Ce n'est pas une approche en risque certain, c'est une approche probabiliste. Donc oui, on va de temps en temps se tromper, mais pourtant, on va optimiser le coût pour la collectivité, puisque dans l'ensemble, on va gagner. Voilà. Et cette approche-là, je peux vous assurer qu'elle n'est pas évidente sur le terrain opérationnel. Voilà. Et donc là aussi, on va travailler par cette tâche de léopard que j'évoquais tout à l'heure. Rien n'est plus motivant que lorsque vous avez des confrères qui font le même métier que vous, qui vous disent « c'est génial, j'ai vraiment gagné des pannes, j'ai gagné du temps de dépannage, j'ai gagné des CAPEX, des budgets d'investissement parce que j'ai pu optimiser mon renouvellement. Derrière, j'ai pu gagner des incidents. » Voilà. C'est ça, le meilleur ambassadeur, ce sont les confrères qui font le même métier que vous. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces difficultés et sur la façon de les résoudre. Merci Yves. Et Alain, je vous passe la parole pour que vous nous expliquiez un peu justement la démarche que vous avez mise en œuvre chez GroupUp et les convictions assez fortes que vous avez eues sur comment mettre en œuvre et comment vous avez procédé par la suite. Oui, volontiers. Donc nous, on partait de zéro en 2018 et puis on a identifié deux possibilités. Soit on outsourçait cette partie-là et puis en donnant des mandats à des prestataires externes, avec le risque justement que les collaborateurs n'arrivaient pas forcément à s'identifier à la démarche. Ou bien, deuxième solution était de faire monter en compétence en fait nos collaborateurs. Et puis, c'est cette solution-là qu'on a décidé de mettre en place. Donc, monter en compétences, développer cette thématique-là aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Donc, ça a vraiment été le credo. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis toutes les personnes concernées, on a créé des ateliers. Et puis, avec ces ateliers où on s'est fait aider justement par une société externe qui nous permettait justement de nous ouvrir un petit peu à ces nouvelles technologies, on a défini des cas d'usage. Et puis, les participants à ces ateliers, c'était non seulement ceux qui étaient dans les bureaux, mais aussi ceux qui étaient sur le terrain, et puis aussi notre IT, en fin de compte. Parce que quand on a été voir notre IT, c'est des personnes que j'aime beaucoup, hein, mais qu'on leur a demandé de mettre en place une plateforme Azure avec Databricks, Blob Storage, etc., puis qu'eux, leur principal souci, c'était de migrer sur Windows 10, on voyait aussi qu'on avait un peu une différence entre notre vision, entre le besoin que nous, on voulait, et puis les outils qu'on avait à disposition. Donc, une fois qu'on avait aussi mis l'IT dans ces ateliers, on a défini des cas d'usage ensemble. Et puis, pourquoi est-ce qu'on l'a fait ensemble? C'est pour que les personnes puissent s'identifier à ces cas d'usage et qu'ils puissent les défendre. Et puis, on a listé une quarantaine ou une cinquantaine de cas d'usage, c'est-à-dire, avec ces nouvelles technologies, on pourrait faire ça, 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 ça.
Ensuite, dans un deuxième temps, avec les mêmes personnes, on a décidé de catégoriser ces cas d'usage en les triant sur leur maturité. Est-ce qu'on est mature à mettre en place un tel cas d'usage, ou est-ce que c'est quelque chose, c'est juste une idée lointaine, mais qu'on doit encore creuser? Et puis, on les a aussi catégorisés sur l'axe de la valeur. Quelle est la valeur que ces éléments pourraient nous apporter? Et puis, ça nous a permis de définir ces fameux quick wins, en fin de compte, et puis de se dire, si on veut un résultat rapide qui nous apporte de la valeur ajoutée, pour lequel on a toutes les données pour le faire et puis toutes les compétences pour le faire, eh ben, c'est là-dessus qu'il faut qu'on démarre. Et puis, c'est comme ça qu'on a trouvé la force de monter en compétences avec nos collaborateurs. Alors certes, ça a pris 3 ans, alors qu'on aurait peut-être pu le faire de manière plus rapide dans dans un autre contexte. Et puis, le fait de définir ces cas d'usage avec les collaborateurs, ça a aussi permis de solidifier en fait le use case, de solidifier la valeur qu'allait apporter ce cas d'usage, et puis de pouvoir avoir des ROI ou en tout cas des retours positifs suite à la mise en place de cette démarche. Donc voilà comment est-ce qu'on a décidé de le faire au sein de Groupe E. Merci Alain, et je vais vous demander, Yves et Gabriel, de réagir. Moi, ce que j'ai retenu dans nos échanges, c'est que finalement, le passage à l'échelle, il était beaucoup lié à cette démarche d'accompagnement des collaborateurs, plus que de problématiques techniques. Et ce qui est très intéressant aussi dans la discussion qu'on a eue, c'était cette analyse de la valeur. C'est finalement comment, pour ne pas provoquer de déception, où on fait un POC et puis on n'arrive pas à le généraliser, mais parce qu'en fait, la valeur n'est pas au rendez-vous en regard de l'effort, des coûts de mise en œuvre. Donc Alain, je pense que vous pouvez partager sur le sujet. Oui, volontiers. Donc, ouais, effectivement, l'effort a été intense parce que c'est quelque chose de nouveau, en fin de compte. Et quand c'est quelque chose de nouveau, ça veut dire que on doit prendre des personnes qui ont déjà un job à 100%, en fin de compte, et puis leur demander de passer du temps sur des nouveaux thèmes. Et puis, c'est pour ça qu'il y a une forte implication et un fort soutien de la hiérarchie qui doit être là aussi, justement pour optimiser et puis pour pas que ce soit quelque chose qu'on fait quand on a le temps, en fin de compte, hein, et puis de se dire, ah non, il y a encore ça à faire, mais plutôt que ce soit quelque chose qui soit ancré, puis que ça devienne justement, ça devienne une part de notre culture, et puis que ça intègre nos réflexions de tous les jours. Merci Alain. Yves, vous vouliez réagir, ou Gabriel? Oui, quelques mots. Alain a cité à un moment dans la méthode quelque chose de très important quand il a dit qu'il fallait impliquer tout le monde. Alors c'est comme ça qu'on travaille dans la phase amont, c'est-à-dire qu'on va mettre dans une même salle des data scientists, hein, ceux qui sont capables de coder en Python, pour reprendre l'exemple que donnait Alain tout à l'heure, et puis des gens du métier. C'est très important parce qu'on ne va pas laisser les data scientists tout seuls dans leur coin, on va mettre des gens du métier. Et donc ça représente un certain coût parce que c'est ce qu'on appelle des sprints dans notre jargon, ça va durer quelques semaines. Bon. Et puis après, si ça marche bien, on fait des tests et puis on va essayer d'implémenter ça dans nos systèmes d'information. Les coûts, on les connaît relativement bien. Hein. Alors ça va être quelques centaines de kilos euros en général hein, pour les applications, quelquefois un peu plus si on veut vraiment intégrer ça pleinement dans un SI métier qui existe, qui est un peu complexe, mais les coûts, ils sont bien maîtrisés. Les bénéfices, quand on va les évaluer, on va vite trouver des millions d'euros. Lorsque vous faites du dépannage avant la panne, vous dites je vais économiser du temps de déplacement, je vais économiser, puisque je n'ai pas besoin de chercher la panne, je vais économiser des heures supplémentaires parce que je vais travailler dans la journée, je vais améliorer la satisfaction client puisqu'il sera beaucoup moins coupé, et je vais réduire fortement l'énergie non distribuée. Hein, vous savez, quand on coupe des clients, on est capable d'évaluer quelle est la quantité d'énergie qui n'a pas été distribuée et on valorise ça d'une certaine façon pour évaluer finalement quel va être l'impact de cette coupure pour l'économie. Eh bien, lorsque vous faites ces calculs, vous allez vite vous apercevoir que vous pouvez gagner des millions d'euros, enfin à l'échelle d'Enedis, j'entends, à l'échelle d'Enedis, des millions d'euros chaque année. Donc d'un côté, vous avez un investissement de quelques centaines de kilos euros, de l'autre côté, vous avez des millions d'euros à gagner chaque année. Donc, on a envie de dire, allons-y.
Et là, il faut faire attention, c'est la réalité de ces gains. C'est parce qu'il y a des gains théoriques là, que, hop, ils vont tomber tout seuls. Hein, il suffit de les cueillir sur l'arbre. Non, ça ne marche pas comme ça. Ces gains, il faut aller les chercher. Et je vous donne des exemples de difficultés qu'on peut avoir. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de la maintenance prédictive avec Linky. OK, on va faire tourner le modèle et puis on va se dire, j'ai une probabilité de panne dans les 15 jours à venir sur tel endroit, je vais envoyer une équipe. Mais est-ce que vous avez une équipe de disponible? Est-ce que cette équipe, elle n'est pas déjà prévue pour faire autre chose? Est-ce qu'on ne va pas vous dire, oui, mais Yves, tu es gentil là, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai d'autres priorités. Et puis, vous n'allez pas avoir le temps de faire ce dépannage. Et puis, finalement, la panne va arriver. Et puis, vous allez intervenir la nuit ou les week-ends, contrairement à ce que vous vouliez faire, parce que vous n'aurez pas la disponibilité à ce moment-là. Autre exemple, sur les câbles souterrains. Donc, je vous ai dit, on est capable de prioriser pour les travaux de l'année et dire, et on va travailler dans telle rue, sur tel tronçon de câble. Mais imaginez que les services techniques de la mairie vous disent, ah oui, non, mais là, hors de question que vous réinterveniez cette année, on vient de faire des travaux sur la téléphonie, on vient de faire des travaux sur le réseau d'eau, on vient de remettre du beau goudron. Vous n'allez certainement pas refaire un trou à cet endroit. S'il y a une panne, c'est différent, mais s'il n'y a pas de panne client, non, non, hors de question. On vous interdit de réintervenir à cet endroit-là. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un gain théorique à optimiser les travaux en commençant dans telle rue plutôt que telle autre que vous allez pouvoir le faire. Vous allez avoir des contraintes externes, des réalités de terrain qui ne vont pas vous permettre d'optimiser ça. Or, vous imaginez bien que c'est compliqué de mettre dans des algorithmes d'intelligence artificielle des contraintes comme celle-là, des contraintes de ressources humaines dans les équipes ou des contraintes de faisabilité technique vis-à-vis de monsieur le maire pour faire des travaux souterrains. Voilà. Donc, il y a toujours un écart entre les gains théoriques et puis la concrétisation de ces gains. Ces gains, il faut aller les chercher, il faut de la motivation. Et sans la motivation des équipes, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc, ce ne sont pas des outils magiques qui vont résoudre les problèmes. Ce sont des outils d'aide, ce sont des outils qui vont permettre d'optimiser, mais il faut accepter que seule une partie des gains, finalement, arrive à se concrétiser. Mais néanmoins, une partie, c'est largement rentable pour la collectivité, pour les raisons évoquées tout à l'heure. Il n'y a pas de souci sur l'intérêt de ces outils, il faut juste accepter que les gains ne sont pas toujours, les gains réels sont toujours un cran en dessous des gains théoriques. Mais il y a bien des gains. Voilà. Peut-être pour prendre la suite d'Yves, Sophie, vous étiez en mute, donc je me permets de prendre la suite. Effectivement, je pense qu'un des soucis, c'est d'arriver aussi avec une approche uniquement techno-push. Je crois que c'est Sénèque qui disait, quand on a un marteau, on voit tous les problèmes comme des clous. Et donc là, effectivement, il y a un nouveau marteau qui brille, c'est l'intelligence artificielle. Il y a quelques années, c'était le big data. Dans 2 ans, ça sera le jumeau numérique. Et dans 10 ans, ça sera l'ordinateur quantique. Et on veut vouloir résoudre les problèmes avec ce même outil. Il faut commencer à se poser la question, effectivement, qu'est-ce qu'on cherche à résoudre et utiliser le bon outil par rapport à nos besoins. Et donc ça, effectivement, quand de manière un peu systématique et un peu formule magique, quel que soit le problème, on a la solution, c'est l'intelligence artificielle. Effectivement, il y a une perte de crédit vis-à-vis de nos collaborateurs. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut se méfier de ça, de ce biais de présentation. Et puis, la deuxième chose que j'ai déjà abordée, effectivement, je trouve que le thème d'intelligence artificielle qui met finalement en compétition l'homme avec la machine, finalement, on va vous remplacer, vous, opérateurs, par quelque chose qui va être une intelligence artificielle qui va être plus intelligente que vous. Bah, c'est sûr que pour l'acceptation de nos collaborateurs, c'est pas forcément très malin. Voilà. Et en plus, je pense que c'est pas forcément justifié. Dans les faits, les exemples présentés par Alain et par Yves, en fait, sont plutôt similaires à ce que nous, on appelle l'intelligence assistée. Et l'intelligence assistée, c'est l'intelligence du collaborateur qui est assisté d'une machine. Ce n'est pas l'intelligence de la machine. Voilà, donc je pense que dans la manière dont on présente les choses, il faut aussi être capable de comprendre l'anxiété de nos collaborateurs quand on arrive avec, quel que soit votre problème, ce n'est pas de problème, on a une solution, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Voilà, donc cette formule magique, je pense, est à bannir sur ce sujet-là comme sur d'autres. Sinon, c'est vu comme du techno-push complètement décorrélé des besoins des métiers.
Merci Gabriel. Pour finir cette séquence, je vais diffuser une vidéo qui nous a été préparée par Hugues de Bantel de Cosmotech qui fait partie du groupe Data. Donc je fais une petite manipulation. Hop. Excusez-moi. La voix. Voilà, je vais. Voilà, j'ai un petit souci, sinon c'est pas drôle. Alors attendez, j'y arrive. Je profite peut-être de ce moment pour vous indiquer donc, que le webinaire est enregistré. Donc, si vous souhaitez pouvoir revoir des interventions, ce sera possible. Tout à fait. Donc, est-ce que vous voyez la vidéo? Mélinda? Oui. Donc là, normalement, c'est bon. Très bien, c'est parti. On constate dans de nombreux cas qu'on reste au stade du POC et que dans 70 à 80% des cas, les solutions ne passent pas à l'échelle, les projets ne passent pas à l'échelle. On a pu parler de purgatoire des POC, de forêt de bonsaï de POC qui ne deviennent jamais des grandes solutions bien robustes, créant toute la valeur attendue. Alors on s'est posé la question de pourquoi cela. Selon nous, c'est essentiellement dû à deux facteurs. Un peu de complexité, bien sûr, dans la mise en place et l'accompagnement de ces solutions à l'échelle. Et puis de l'autre côté, le fait que ce sont des projets qui sont extrêmement transverses, qui demandent énormément d'interactions transverses. Et tout ça, il faut le piloter autour d'une méthodologie. Alors c'est pour cela qu'au sein de Cosmotech, on a développé une approche qui s'appuie sur un mindset at scale, donc avec cette volonté de passer les solutions à l'échelle dès le départ. Et de l'autre côté, 4 piliers importants du passage à l'échelle. Donc le premier pilier, c'est une définition claire du cas d'usage, des cas d'usage, avec un focus extrêmement fort sur la création de valeur. Le deuxième point, c'est une vision claire du parcours d'adoption au sein de l'entreprise. Donc c'est auprès des personnes qui vont utiliser la solution, mais également de l'ensemble des personnes qui parfois peuvent être différentes, qui vont bénéficier de la solution à tous les niveaux de l'entreprise. Le troisième point essentiel, c'est une vision dès le départ de la technologie end-to-end. Et finalement, le quatrième point, c'est une vision forte, engagée de la gouvernance qui inclut idéalement un soutien très fort de la direction générale et ensuite des représentants de l'ensemble des unités opérationnelles qui doivent être impliquées tout au long du parcours de développement agile de la solution. Pour résumer, un mindset at scale avec une méthodologie at scale en 4 points. Donc voilà. Et donc pour cette dernière séquence, notre dernière séquence, elle porte sur tout ce qui est écosystème et stratégie industrielle. Et Gabriel, je vous donne la parole pour parler d'open innovation, de challenge et puis d'avoir des réflexions justement sur ces sujets-là. Oui, donc notre pratique plutôt des challenges ouverts, les open challenges, on essaie effectivement d'utiliser finalement un principe méritocratique et de sélectionner les meilleurs pour répondre à notre question. Et donc ça passe effectivement par bien définir au départ la question qu'on souhaite résoudre et les données à disposition pour répondre à cette question. Donc on formalise, l'idée c'est qu'on formalise ça dans un challenge ouvert, qu'on soumet à la communauté scientifique avec un prix associé. Il y a une période pendant laquelle la compétition est ouverte. Et puis après, sur la base d'une évaluation par nos équipes en fonction de la problématique qu'on souhaitait résoudre, on regarde finalement, il y a un ranking et ça nous permet de sélectionner les meilleurs. Donc typiquement, sur tout ce qui est intelligence artificielle, on a pratiqué
des challenges ouverts avec on a communiqué lors de la plus grande conférence mondiale sur l'IA qui s'appelle NeurIPS. Voilà, il y a plus d'une centaine d'équipes de recherche internationales qui ont travaillé sur le sujet. Et ça nous a permis effectivement de voir quels étaient les meilleurs au niveau mondial sur ces sujets-là. Et donc là, petite question sur l'écosystème et puis aussi peut-être sur la question de la souveraineté. Juste un témoignage, c'est que les 3 équipes qui ont terminé gagnantes du challenge sont des équipes de Baidu, de Huawei et de State Grid of China. Donc 3 groupes de recherche chinois, et sur les 10 premiers, ils étaient tous chinois. Voilà, donc un peu une question à la fois, une illustration de la manière dont on peut travailler pour faire émerger les meilleurs, et puis peut-être une question qui doit nous faire réagir, nous Français et nous Européens, sur notre maîtrise technologique. Merci Gabriel. Alain, je ne sais pas si vous voulez compléter, mais c'est vrai que vous nous avez exposé tout à l'heure la démarche côté groupe qui était plutôt justement d'internaliser, donc sur un cycle plus long, mais avec une vraie appropriation par groupe, quoi. Oui, clairement, donc ça, c'est un peu notre mot d'ordre, notre vision. Mais après, c'est vrai que sur des thèmes qui seront peut-être très spécifiques et puis très engageants ou très complexes, c'est vrai que ce que dit Gabriel est très intéressant, et puis certainement aussi qu'on va s'intéresser à ce genre de projet ou à ce genre de challenge une fois qu'on sera peut-être un peu plus mature avec cette technologie. Et Yves, est-ce que vous voulez rajouter un mot ou pas? Parce que on va favoriser les échanges, mais si vous avez un mot à rajouter, on l'entendra avec plaisir. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on travaille certains sujets en interne. Ça a été le cas des 2 exemples que j'ai pu évoquer dans cette séquence-là. Il nous arrive aussi de travailler avec l'externe. Hein. L'open innovation est pratiquée par Enedis. Et je vais vous donner un exemple autour de l'intelligence artificielle. C'est la reconnaissance automatique d'images par intelligence artificielle pour identifier où sont les défauts sur nos réseaux aériens. Donc, on va faire de la prise d'images, a priori par des drones, même si ça peut aussi fonctionner par hélicoptère ou à pied. Et grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, avec de l'apprentissage, on est capable d'identifier automatiquement où sont les défauts. Eh bien, suite à ces POC où on a fait travailler différentes entreprises, on a fait un appel d'offres. Et nous avons été ravis parce qu'il se trouve que c'est un spin-off d'une entreprise française. L'entreprise française, c'est Delair, hein, qui est au départ spécialiste des drones. Ils ont créé une entreprise qu'ils ont appelée Alteia, qui est spécialisée du coup dans la reconnaissance d'images. Et donc, on a pu travailler avec cette entreprise française. Et en plus, on sait que maintenant, cette entreprise française a des liens avec GE pour avoir des parts de marché aux États-Unis. Donc, on en est ravis. Donc oui, on travaille aussi avec l'externe, et comme l'a dit tout à l'heure Gabriel, c'est vrai que les Chinois sont très très en avance sur ces sujets-là, mais on peut arriver à faire des choses en Europe. Hein. J'ai cité le cas d'une entreprise française, mais sachez qu'on travaille aussi avec des entreprises finlandaises, des entreprises suédoises, des entreprises allemandes, des entreprises espagnoles également. Il y a un certain nombre, alors je sais pas, peut-être suisse aussi, ça je ne sais pas, mais sachez qu'on travaille beaucoup à l'échelle européenne. Je pense que même si on a un cran de retard sur les Chinois, l'Europe peut tout à fait jouer sa carte sur ces sujets-là si on s'y met. Merci Yves. Et puis, avant de passer à nos questions-réponses, je vais vous passer une deuxième vidéo puisqu'on parle d'écosystème, donc qui a été préparée par Hervé Ranou de CNX et Thierry Chambon d'Energisme. Donc, je vous projette la vidéo et après, on pourra passer aux questions-réponses. Hop. Donc, je vais la projeter. Ok. Donc Sun, c'est un éditeur logiciel qui édite
une solution dénommée Warten, spécialisée dans le traitement et l'analyse des données de capteurs. Donc cette technologie repose sur ce qu'on appelle les séries temporelles, les time series. Energism est éditeur de logiciels spécialisé dans l'énergie data management. Nous manageons les data d'énergie. Donc notre solution Warten, elle se compose de deux composants, une base de données dite Time Series et un moteur d'analyse. Ce moteur d'analyse comprend plus de 1000 fonctions qui vont faciliter l'industrialisation du traitement de données et tout ce qui relève de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, pourquoi? Généralement, on en parle souvent dans du traitement de l'image et de la reconnaissance de forme. Dès que l'on va être dans des secteurs comme l'énergie, il faut faire de l'apprentissage dans le temps. Et c'est pour ça qu'on a besoin de technologies qu'on appelle séries temporelles. Energism permet d'implémenter n'importe quel algorithme, dont ceux de Warten, sur n'importe quel flux de données en temps continu ou en temps réel. Et ça permet un passage à l'échelle immédiat. Alors s'il faut retenir un point clé, c'est que le véritable actif, certains diraient trésor ou or noir en matière de données, ce sont les données brutes. Les données brutes, c'est celles qui sont mesurées à la source, c'est celles qu'il vous faut conserver, c'est celles que l'on va traiter. Donc Warten capitalise et entend capitaliser pour le compte de ses clients sur ces données brutes. Ces données brutes sont une véritable richesse et ce qu'il faut, c'est avec les mêmes données, être capable de créer plusieurs cas d'usage. C'est ce que nous permettons. Donc voilà, Mélinda, je vais te donner la parole pour que tu puisses nous poser des questions. Et puis je propose qu'Alain, Yves, Gabriel, vous repassiez en vidéo et puis on va pouvoir prendre les questions des participants. Mélinda, la parole est à toi. Mélinda, serais-tu en mute comme moi tout à l'heure? Pardon, en effet, je me suis mise en mute parce que j'ai eu un petit souci d'ordinateur. Là, vous devriez m'entendre. Tout à fait. Bon, c'est parfait, super. Hop, alors, nous avons un certain nombre de questions. Première question qui concerne un peu les gains financiers. Avec le recul des premiers projets menés, quels gains financiers peuvent être attendus en développant l'IA sur les réseaux? Y a-t-il des indicateurs quantifiant la valeur ajoutée de ces nouvelles technologies? Voilà. Qui veut répondre en premier? Peut-être Yves? Oui, donc j'ai donné quelques ordres de grandeur tout à l'heure sur les cas de donc dans la maintenance prédictive BT avec Linky ou sur l'optimisation du renouvellement de nos câbles souterrains moyenne tension et basse tension avec des méthodes prédictives. Dans les deux cas, donc nous avons bien fait une analyse coût-bénéfice qui montre que nous avons des coûts qui se mesurent en centaines de kilos euros et des gains qui se mesurent en millions d'euros. Il y a à peu près un facteur 10 entre les coûts et les gains. Après, donc la limite, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut aller les chercher, ces gains. Les gains, ils ne tombent pas tout mûrs d'un arbre. Il faut aller les chercher. Mais oui, les gains sont réels. Et c'est également le cas pour la reconnaissance automatique d'images que j'ai évoqué tout à l'heure, où la reconnaissance automatique d'images par rapport à une analyse par l'homme, là aussi, c'est des coûts de centaines de kilos euros et des gains de millions d'euros. Donc voilà les ordres de grandeur qu'il y a pour une entreprise comme Enedis. Merci beaucoup. Peut-être Gabriel ou Alain, est-ce que vous voulez réagir là-dessus ou... Moi, je peux témoigner, mais avec le même témoignage qu'Yves, c'est qu'effectivement, il y a toujours une analyse en amont, qu'on retrouve bien l'ordre de grandeur de différence entre le coût et les gains, comme le signale Yves. Et après, j'ai la même remarque que lui, c'est-à-dire qu'effectivement, ces gains potentiels, il faut aller les chercher. Voilà, donc moi, je me retrouve parfaitement dans le témoignage d'Yves.
Très bien. On peut peut-être passer à la question suivante. Donc, on a Thomas Lacroix de Cosmotech qui pilote notre GT données et transformation digitale qui souhaitait poser une question, je crois. Thomas, peut-être que tu peux la poser directement. Bien sûr. Bonjour à tous. Merci aux intervenants pour le partage de vos expériences. Voici ma question. Quelle est selon vous la place des startups et PME dans la stratégie des gestionnaires de réseau? Premièrement, pour développer l'IA et en second, pour faire en sorte que ces solutions d'IA passent à l'échelle. Merci. Merci. Alors, Alain, peut-être que vous souhaitez répondre. Oui, volontiers. Pour moi, elle est clairement essentielle parce que nous, on est des gros bateaux, ça fait 100 ans qu'on existe, et puis on a besoin justement de jeunes pousses qui viennent bousculer, qui nous proposent des services qui sont aussi ouverts en fin de compte, à faire monter en compétence les gens, hein. Pas seulement je délivre le service et puis j'encaisse et je pars. Et c'est vraiment ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir créer ces fameux partenariats qui sont win-win entre un DSO et qui a peut-être pas forcément beaucoup d'agilité, et puis des startups qui ont une grande agilité et puis de fortes compétences et de valeur ajoutée. Merci beaucoup. On avait d'autres questions sur l'élaboration de votre stratégie IA. Donc, on avait une question qui était, au-delà des cas d'usage présentés, est-ce que vous avez une liste de cas d'usage possibles et un plan de passage à l'échelle de certains d'entre eux? Peut-être qu'Alain, vous voulez poursuivre là-dessus. Oui, volontiers. Donc, effectivement, nous, on a une liste d'une 50aine de cas d'usage qu'on a catégorisés en 3 principales catégories: la planification et le dimensionnement du réseau, la maintenance du réseau, et ça revient en fait à ce que Yves a expliqué, où on a plus ou moins les mêmes cas d'usage, mais on n'a malheureusement pas encore ces données à disposition, et puis aussi toute une panel de nouveaux services qu'on pourrait proposer. Typiquement, quelque chose sur lequel on réfléchit, pour donner un exemple, c'est de pouvoir comparer en fait la production solaire et puis d'utiliser des algorithmes de proches voisins pour pouvoir détecter chez nos clients si tout d'un coup ils ont une installation solaire qui est défectueuse, juste en se basant sur des données statistiques et des probabilités. D'accord, merci beaucoup. Gabriel, est-ce que vous souhaitez répondre aussi? Je peux compléter. En fait, les cas d'usage, ils sont très liés effectivement à nos métiers. Donc, c'est vrai que là, moi, je me suis concentré aujourd'hui pour vous parler effectivement des apports de l'IA pour la conduite des réseaux, l'exploitation des réseaux, comme on parle chez nous. Mais effectivement, on a des cas d'usage aussi sur la maintenance, le renouvellement, la gestion des actifs. Mais ça a été illustré quelque part pour Enedis par Yves. Et puis, on a aussi des cas d'usage sur l'intelligence artificielle pour le développement du système électrique et des réseaux. Il y a un ensemble d'hypothèses, il y a énormément d'hypothèses, l'avenir est incertain. Et donc, c'est comment on peut prendre en compte l'ensemble de ces hypothèses pour développer le réseau au plus juste. Et ça, c'était quelque part, c'était assez similaire à ce qu'avait présenté Alain sur la projection. Voilà, nous, nos cas d'usage sur l'IA, finalement, ils sont très liés à nos métiers. Quels sont les métiers du GRT? Et on a des cas d'usage de l'IA sur ces 3 grands métiers. Gestion des actifs, développement du réseau et exploitation. Et quelqu'un demande aussi, est-ce qu'il y a des initiatives autour de la promotion de la captation de nouvelles données? Est-ce que je peux dire un mot là-dessus? Oui. Donc déjà, Linky, ça a été une formidable source de captation de nouvelles données. On ne les avait pas avant. Hein, et j'espère que Alain aura la chance aussi, dans les prochaines années, de découvrir un peu la richesse de ces données. Parce qu'à travers des données qu'on récupère sur le réseau basse tension, on peut même apprendre des choses sur le réseau moyenne tension. Hein. Par les méthodes des voisins, justement, évoquées par Alain, on arrive effectivement à apprendre beaucoup de choses. Par ailleurs, on est en train de poser un certain nombre d'objets connectés sur nos réseaux moyenne tension. On en pose sur nos
nos transformateurs dans les postes sources, les postes HTB moyenne tension. On en pose sur nos indicateurs de localisation de défaut que nous pouvons avoir sur nos réseaux moyenne tension. On en pose sur les parafoudres, hein, on connecte nos parafoudres. On en pose sur nos transformateurs de distribution moyenne tension, basse tension. Et toutes ces données sont assez prometteuses pour l'avenir. On n'en est finalement qu'au début de l'utilisation de toutes ces données. J'ai donné les exemples de maintenance tout à l'heure. Bon, sachez qu'on a aussi des outils d'intelligence artificielle pour la conduite, parce que comme Alain, on a des difficultés à gérer aujourd'hui les flux dans certaines zones en France liées au développement des énergies renouvelables. Donc, on a besoin de toutes ces données, on a besoin de ces algorithmes. Mais j'ai envie de dire, on n'en est qu'au début de l'histoire. C'est assez prometteur, hein. Voilà, donc oui, on continue à développer l'acquisition de données. Et après, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut mémoriser? Parce que ça coûte cher quand même, le stockage de données, hein. Vous le savez, il y a de plus en plus de data centers qui s'installent partout dans le monde. Et un data center, c'est pas des kilowatts, hein, la consommation, hein, c'est des dizaines de mégawatts. Donc ça nécessite quand même de l'optimisation, tout ça, ça coûte cher. Voilà, donc là en ce moment, on a une réflexion qui se mène sur les nouvelles données qu'on a envie de capter, mais aussi quelles données on veut conserver et combien de temps. Il faut savoir aussi à un moment, supprimer des données, ça coûte cher, l'archivage des données, et ça a un impact écologique d'ailleurs. Justement, j'allais rebondir parce que c'est ce que Gabriel nous a dit en introduction, c'est-à-dire que à la fois les réseaux doivent, la modernisation des réseaux doit permettre de contribuer à la transition énergétique, et donc il faut avoir un point de vigilance sur le fait que la digitalisation des réseaux n'est pas contre-productive en termes d'empreinte carbone en fait. Donc je sais que c'est des discussions que vous avez les uns et les autres. Oui, puis il y a aussi une question sur la maintenance pour ces capteurs. Un capteur, il ne va pas vieillir exactement à la même vitesse, par exemple, qu'un transfo. Et donc, il y a la question, effectivement, des gestes induits par le déploiement de ces capteurs, comment on les maintient en conditions opérationnelles. Voilà, donc il faut se poser quand même des questions. Mais je pense qu'à chaque fois, encore une fois, le monitoring, ce n'est pas forcément une formule magique. À quoi ça sert? Il faut se poser la question de l'usage avant tout. Et après, on va aller et on va faire un ratio coût-bénéfice, hein, voilà. Alors justement, sur les questions des données, il y avait une question sur le partage des données. Vous avez abordé le sujet d'interdépendance entre réseaux électriques ou entre réseaux électriques et télécoms. Travaillez-vous à des applications IA dans ce contexte d'interdépendance, éventuellement du partage des données? Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Je ne sais pas si je comprends bien la question. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en lien étroit avec les opérateurs de télécommunications, hein, que ce soit notre infrastructure Linky, l'infrastructure de nos objets communicants, notre contrôle commande dans les postes électriques. Bien sûr, on est client des opérateurs de télécommunications, hein, c'est vital pour nous. De même que eux sont clients d'Enedis parce qu'ils ont un certain nombre de relais et c'est absolument vital pour eux d'être alimentés en électricité. Donc on a une interdépendance croisée. Après, en termes d'échange de données entre nous, ça reste quand même restreint. Alors je ne sais pas si celui qui a posé la question a peut-être précisé ce qu'il a en tête. Bon, c'est pas très bien. Je peux peut-être compléter? Oui, bien sûr. Oui, donc Thierry Chambon pour Énergisme. En fait, tout le sujet de fond, c'est un sujet de stratégie sur la data. Stratégie sur la data, ça veut dire deux choses. Ça veut dire quelles sont les datas réellement disponibles, quelle est la qualité de leurs data et la capacité à gérer les métadonnées. Quand vous avez cette capacité à gérer les métadonnées, vous aurez une capacité à avoir une gouvernance de la donnée. Quand vous avez une gouvernance de la donnée, vous pouvez partager exactement les données que vous voulez, ou plus exactement les valeurs que vous voulez, c'est-à-dire les anciennes métadatas. Et ça va vous permettre deux choses. Un, le partage. Deux, ça va vous permettre la sobriété numérique. C'est-à-dire qu'il y a des données qui ne méritent pas
d'être entièrement partagé, même si vous le voulez. Parce que les personnes en face, les autres systèmes logiciels en face, n'ont besoin que de telle valeur. Et donc, quand on a une véritable stratégie data, vous avez une véritable gouvernance, donc vous êtes capable de partager ce que vous voulez, vous êtes capable de garder ce que vous voulez, vous êtes capable d'avoir de la donnée qui persiste, et la donnée qui persiste, ça va être essentiellement de la donnée calculée, donc vous allez pouvoir échanger un calcul, le résultat pardon, d'un calcul, et vous allez surtout être capable de faire réellement de l'IA. Parce que la grande difficulté de l'IA, ce n'est pas l'algorithme lui-même, hein, c'est le fait de déposer des algorithmes sur des données entrantes en continu. Et c'est le passage de l'algorithme qui est sur de la donnée froide. Hein. La donnée froide, c'est on vous donne un jeu de données, hein, mais qui n'évolue pas en permanence, à de la donnée chaude, c'est-à-dire de la donnée qui vient en permanence. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez en amont une véritable stratégie data. C'est cette stratégie data, hein, qui vous permet, avec la gouvernance, le data linéage, la fiabilisation, curation de données, vous permettra de faire tout ça, y compris le partage de données que l'on veut, y compris la sobriété numérique et surtout la capacité réelle de passer à l'échelle. Merci Thierry. Et donc du coup, Gabriel, Yves, est-ce que c'est des réflexions dans lesquelles vous êtes engagés? Peut-être pour faire très court, cette question effectivement de données froides, de données chaudes, c'est effectivement quelque chose qu'on traite. Hein. Cette question de curation de données aussi. Effectivement, on peut apprendre un certain nombre de comportements sur des données froides, en tirer ce qu'on appelle des prédicteurs, et sur la base de ces prédicteurs, on peut recevoir finalement des données chaudes et on sait si on est dans un tunnel de confiance qu'on a appris ou est-ce qu'on sort de ce tunnel de confiance et auquel cas il y a un point de vigilance. Voilà pour faire peut-être une réponse brève à cette question qui est assez large hein, quand même. Merci Gabriel. Mélinda, je suggère qu'on prenne une dernière question avant de conclure en fait. Ah, alors une dernière question. Il y en avait une qui portait sur l'acceptation au sein des équipes et qui disait, alors c'est peut-être un peu controversé, mais ne faut-il pas commencer par identifier le problème puis identifier la techno plutôt que de pousser en avant pour l'adoption d'une technologie et quitte à ensuite trouver le problème à résoudre. En fait, cette personne disait que trop souvent, on essaie d'abord de pousser une techno. C'était un peu l'intervention de Gabriel sur les marteaux et les clous, hein. si je reprends le point. Donc, peut-être une autre question, Mélinda? Je voudrais juste apporter une précision là-dessus, parce que je trouve quand même que c'est une réflexion très intéressante. La difficulté particulière qu'on a avec l'intelligence artificielle, c'est que, en tout cas à Enedis, c'est pas une culture qui est partagée. Il n'y a qu'une petite partie des collègues d'Enedis qui ont conscience du potentiel apporté par l'intelligence artificielle. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu pris le problème, je dirais, à l'envers par rapport à cette réflexion, dans le sens où on s'est dit, tiens, j'ai des données, j'ai des outils, j'ai des algorithmes, je suis capable de faire des algorithmes IA, qu'est-ce que je peux faire avec? Quelle valeur je peux en tirer? Et c'est vrai qu'on s'est posé des questions sur la conduite des réseaux avec les énergies renouvelables, hein, comme Alain et Gabriel. C'est vrai qu'on s'est posé des questions sur la maintenance, il faut qu'on se pose des questions sur la planification. Mais du coup, on a l'impression de prendre un peu le problème dans le mauvais sens. Oui, je le reconnais, mais c'est normal, c'est parce que ce sont des outils nouveaux. Lorsque ça sera complètement culturel partout, auprès de toutes nos équipes, eh bien, du coup, ça sera beaucoup plus facile. C'est-à-dire que les gens diront, tiens, spontanément, là, j'ai un problème, l'IA peut m'aider. Ou j'ai un problème, mais ce n'est pas l'IA qui m'aidera. On n'en est pas là. On n'en est pas là, donc on est encore dans une phase un petit peu, qui peut paraître un peu bizarre, où on a d'abord l'outil et on cherche le clou. C'est un peu vrai. Peut-être juste volontiers un mot pour compléter en 30 secondes. Je rejoins la question, et puis c'est vrai que nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens avaient des problèmes, mais en fin de compte, ils se disaient, mais de toute manière, c'est comme ça, je ne peux pas le résoudre.
Puis le fait d'avoir de leur avoir ouvert l'esprit, puis de leur avoir montré en fin de compte que ces technologies-là, ce n'était pas juste pour Google et puis Facebook, mais qu'on pouvait aussi l'appliquer chez nous, ben, ça leur a permis de résoudre certains problèmes via ces cas d'usage qu'ils pensaient ne pas pouvoir résoudre parce qu'ils ne connaissaient pas forcément les outils à disposition. Je vois que c'est Hervé qui va intervenir. Oui, juste une petite remarque là-dessus, c'est que en fait, c'est un problème perpétuel que d'avoir toujours cet équilibre entre la techno et les usages. Évidemment qu'on se rend compte que sur l'IA, il y a parfois un décalage. En même temps, il faut bien se rendre compte que, et nous on a été confrontés à ce problème-là, que lorsque vous allez parler d'IA, et c'est vrai par exemple dans l'énergie et c'est vrai dans la mobilité, vous allez devoir notamment pouvoir travailler sur des historiques. L'un des problèmes que l'on a en effet, c'est que les gens ne veulent constituer des historiques que lorsqu'ils ont une totale perception du use case. Avant, ils vont vous dire, il n'y a pas besoin. Et le jour où ils vont vous dire, effectivement, on voudrait appliquer peut-être des méthodes de IA, eh ben on va se rendre compte que l'historique n'existe pas, n'est pas là. Et donc, on se retrouve coincé. Et donc, c'est vrai qu'on est un peu dans cette dualité, parfois paradoxe, comment dire, dans les démarches sur stocker de la donnée alors qu'on n'a pas forcément conscience de l'usage qu'on va en faire, et pour convaincre, et de l'autre côté, convaincre les gens de métier avec des use cases concrets qui permettent de développer des technologies. Merci. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais passer la parole à Valérie-Anne pour qu'elle mette quelques mots de conclusion. Moi, je voulais vous remercier parce que ça a été un immense plaisir de préparer cette table ronde avec vous et puis de l'animer aujourd'hui. Valérie-Anne, je te laisse la parole. Merci Sophie. Donc, tout d'abord, un grand merci à Sophie de la Marche de Capgemini pour l'animation de ce débat et sa préparation. Merci également à Mélinda Muraille de l'association pour la préparation. Merci à nos orateurs, Alain Ruffieux de Groupe E, Yves Barnier d'Enedis et Gabriel Barreux de RTE. Vous avez tous fait un effort important de pédagogie et vous avez été également... Vous avez présenté des cas très pragmatiques et très réels que vous traitez chaque jour. Je voulais signaler aux participants donc, que ce webinaire est enregistré. Vous aurez la possibilité donc, de le revoir. Les présentations vous seront également envoyées. Et puis, je voulais vous informer du prochain webinaire que nous mettons en place le 26 mars à 9 h. Autour du sujet de la data permettant de servir la lutte contre la précarité énergétique. Donc, comment cette data peut nous aider finalement on peut la mettre au service d'une cause très noble qui est celui de lutter contre la précarité énergétique. Donc, c'est également notre groupe de travail data au sein de l'association qui a travaillé sur ce thème et interviendront notamment Maëlle Gomez de PwC, Audrey Lasserre d'Enedis et Jean-François Vaqueri qui est président de l'Union des points d'information multiservices. Voilà, donc merci encore à tous, excellente journée. Si vous n'avez pas reçu cette invitation pour participer au webinaire, je crois que Mélinda l'a mise dans le chat, donc vous pouvez cliquer sur le lien et vous inscrire. Et pour toute question, nous restons disponibles. Vous pouvez nous envoyer un email à contact@thinksmartgrids.fr. Très bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à tous.